Il est des dates qui ne figurent pas seulement sur un calendrier. Elles vivent, elles respirent, elles portent en elles la mémoire des luttes et le souffle des générations passées. Le 1er mai de celle-là, il n'est pas un jour chômé, un interstice dans la mécanique du travail. Il est un symbole, une halte chargée d'histoire, un rendez-vous entre le passé et le présent. Et pourtant, voici que s'élève à nouveau une petite musique, discrète en apparence, presque anodine dans sa formulation. Pourquoi ne pas travailler le 1er mai? Pourquoi ne pas, au nom de la liberté, somme aussi commode, permettre à certains de s'affranchir de cette règle? L'argument semble léger, presque innocent. Il n'en est que plus redoutable. Car derrière ce qui se présente comme un simple ajustement se dessine un véritable psychodrame, non pas tant par l'ampleur de la mesure que par ce qu'elle révèle. Une volonté de toucher à un symbole, d'en tester la résistance, d'en éprouver les limites. Le 1er mai n'est pas une singularité hexagonale, une fantaisie nationale qu'il serait loisible de réformer à loisir. Il est célébré dans la plupart des pays du monde, héritage des luttes ouvrières de la fin du XIXe siècle, lorsque la revendication d'une journée de travail limitée à 8 heures s'imposa dans la rue, parfois au prix du sang. À Chicago en 1886, puis ailleurs, des hommes et des femmes ont fait de ce jour une bannière. Depuis, il n'a cessé d'être un point de convergence où les revendications sociales trouvent à s'exprimer. Partout presque, le 1er mai est une journée de manifestation syndicale, souvent politique parfois, mais toujours signifiante. Elle est une respiration collective, une suspension du quotidien productif pour rappeler que le travail n'est pas seulement une donnée économique, mais une réalité humaine, traversée de droits, de tensions, d'espérances. Dès lors, l'empressement de remettre en cause, même marginalement, ce principe interroge. Quelle urgence y a-t-il à ouvrir cette brèche? Quelle nécessité impérieuse justifie que l'on s'attaque à l'un des rares jours dont la portée symbolique demeure intacte? Le silence qui entoure ces questions est en lui-même révélateur. On invoque le volontariat, mot séduisant, presque irréprochable, qui pourrait s'opposer à la liberté de choisir. Mais chacun sait, ou feint d'oublier, que dans le monde du travail, le volontariat est une notion poreuse. Il s'inscrit dans des rapports de subordination, dans des équilibres fragiles, où le refus n'est jamais totalement neutre. Peut-on réellement parler de liberté lorsque la décision s'inscrit dans une relation hiérarchique? Lorsque dire non peut à terme coûter quelque chose, une promotion, une reconnaissance, une place? Le volontariat, dans ce contexte, ressemble à ces portes entr'ouvertes que l'on présente comme des échappatoires, mais qui deviennent rapidement des passages obligés. Ce qui se joue ici dépasse donc la seule question du 1er mai. Il s'agit d'un mouvement plus profond, plus discret, presque imperceptible. Celui d'un effritement progressif des droits des salariés, non pas par des ruptures franches, qui susciteraient des oppositions vives, mais par petites touches, par ajustements successifs, par glissements sémantiques. On ne supprime pas un droit, on l'aménage. On ne remet pas en cause un principe, on l'assouplit. Et ainsi, lentement, ce qui semblait intangible devient négociable. Le 1er mai, en ce sens, est une cible idéale, parce qu'il est symbolique. Toute atteinte, même limitée, produit un effet de seuil. Si l'on peut toucher à ce jour-là, pourquoi pas aux autres? Si l'on peut introduire une exception ici, pourquoi ne pas généraliser ailleurs? Une victoire sur un tel terrain ouvre des perspectives. Elle crée un précédent, elle banalise l'idée que ce qui relevait guère du droit peut demain relever de la négociation. Il faut aussi s'interroger sur les motivations plus profondes de cette remise en cause, au-delà des arguments économiques ou organisationnels. C'est une certaine vision du travail et de la société qui se dessine. Une vision où le temps collectif recule devant le temps individuel, où les repères communs s'effacent au profit d'une flexibilité généralisée. Or, le 1er mai est précisément l'un de ces repères,
il dit qu'il existe, au moins une fois dans l'année, un moment où le travail s'arrête pour tous ou presque. Un moment où l'on se souvient que les droits sociaux ne sont pas des évidences naturelles, mais des conquêtes. Un moment où l'on peut ensemble regarder le chemin parcouru et celui qu'il reste à tracer. Le fragiliser, c'est fragiliser cette mémoire. Il ne s'agit pas ici de refuser toute évolution, de figer le droit dans une posture nostalgique, mais de reconnaître que certains symboles jouent un rôle structurant. Ils sont des balises dans le fluide du temps, des points d'ancrage dans une société en mouvement. Le premier met de cela, il est une fleur que l'on se transmet, un brin de muguet chargé d'une histoire plus vaste que lui. Il est pour beaucoup un jour de repos, certes, mais aussi, et peut-être surtout, un jour de sens. Alors, lorsque certains proposent d'y introduire des exceptions, des aménagements, des possibilités, il convient de ne pas se laisser séduire par la modestie apparente de la démarche. Car ce n'est pas tant l'ampleur de la brèche qui importe que sa nature. Une fissure, même fine, dans un symbole, en appelle d'autres. Et bientôt, sans que l'on sache exactement quand ni comment, ce qui tenait encore debout se met à vaciller. Le 1er mai n'est pas un vestige, il est un rappel. Celui que le travail, s'il structure nos vies, ne doit jamais les absorber entièrement. Celui que les droits ne sont jamais définitivement acquis. Celui enfin que certaines dates méritent d'être protégées, non par conservatisme, mais par lucidité. Car dans le silence d'un jour chômé, il y a parfois plus de force que dans le bruit des machines.